Aux esprits chagrins qui craignent de s'ennuyer ou de subir des éléments déchaînés en naviguant en Lorraine, nous les rassurons d'emblée. De l'eau, oui, mais sous le bateau, ou alors le soir, ou presque, pour rafraîchir le pavé lorrain. Pas de quoi fouetter un chat. Au contraire, de Hesse, en Moselle, à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, puis de Nancy à Metz, en Moselle, nous avons bénéficié durant cette croisière d'un ciel allant de à peu près serein jusqu'à franchement beau, sauf pendant les premiers jours, accompagné hélas d'une température un peu limite, surtout le matin au réveil. Fin du bulletin. Le départ a lieu depuis Hesse au point kilométrique 240 du canal de la Marne-Rhin, où nous attend notre mystique à la base Le Boat. 3 cabines, un carré très confortable et tout ce qu'il faut à bord pour une croisière sans souci, excepté ce chauffage paresseux mais gourmand en gasoil, 1 litre à l'heure quand même, qui nous obligera à jongler avec les ravitaillements. Nous partons pour 2 semaines en remontant vers le nord et on ne trouve plus de pompe à quai après Lagarde où nous serons demain. Il est évident que cela va faire très juste. Nous sommes 3 pour ce voyage. Patricia, Patrick et moi. Nous ne partons pas très tôt, engourdis par une nuit froide et un chauffage paresseux. Nous avons décidé de vivre tranquillement ce premier jour de voyage. L'objectif est de déjeuner à l'étang de Gondrexange, l'un des endroits les plus romantiques de Lorraine, juste ce qu'il faut de triste pour mettre en condition et de beau pour l'extase. À la sortie de Hesse, un petit pont-canal nous fait franchir la Sarre, puis nous nous engageons dans une navigation entre les feuilles automnales. Nous naviguons entre des ronds, des rouges, des jaunes et encore un peu de vert. Une palette rêvée pour impressionnistes, créée par des arbres qui explosent de couleurs avant d'être bientôt dénudés. Le canal fait une courbe. Nous passons sous le pont de pierre de Soissons et continuons notre route vers les étangs, creusés au Moyen-Âge par des moines bénédictins pour l'élevage des poissons. Après Gondrexange commencent les digues qui nous séparent des étangs. On sait qu'ils sont de l'autre côté, mais on ne les voit pas. Nous remontons sur notre droite le canal de la Sarre jusqu'au port du Houillon, quelques minutes plus loin, et nous nous amarrons à l'un des pontons. Le paysage est magnifique. Lamartine aurait adoré. Un pêcheur solitaire traque le cendre, la carpe ou le brochet, là-bas, au milieu de l'eau. Sur le bord, de minuscules vaguelettes viennent mourir sur les galets, entre les roseaux. Nous restons de longues minutes à contempler ce spectacle apaisant, puis nous rentrons nous restaurer au bateau. La suite du trajet longe la digue en direction de la deuxième attraction du voyage, Réchicourt, l'une des plus hautes écluses du Fraissinet de France. Amarrés aux berges, des remontoirs flottants à gibier, ressemblant à de petites barges étroites, permettent aux animaux tombés à l'eau de regagner la berge malgré les pales planches. Vers 17 h, nous sommes à pied d'œuvre à Réchicourt, derrière un repas de locabote loué par des Allemands de Hanovre. L'éclusier nous explique la manœuvre et nous confie une télécommande qui nous servira pour ouvrir les écluses jusqu'à celle de Clévent, après Nancy, juste avant la jonction avec la Moselle. Nous passons une haussière autour d'un bollard flottant qui va nous guider jusqu'en bas. Il n'y a rien à faire, juste
suivre le mouvement, moteur coupé, pour éviter l'asphyxie. Quelques minutes plus tard, nous sommes au fond, laissons le repas prendre le large, puis nous suivons derrière. Nous avions pensé atteindre le port de la Garde pour y dormir le soir venu, mais 3 écluses plus loin, nous réalisons que ce ne sera pas possible. Alors, nous faisons halte à Port-Sainte-Marie. Un saule pleureur, immense et solitaire, veille sur quelques bateaux garés en épi. Nos compagnons d'écluse sont là aussi. Vraiment serviables, ils nous aident à amarrer et à comprendre le fonctionnement des bornes automatiques eau et électricité avec paiement par carte bancaire sur un terminal à quelques mètres du quai. Au matin, l'un d'eux enfourche son vélo et file au village. Il revient lesté de croissants pour les 2 bateaux. Nous restons confondus de tant de gentillesse. Le ciel matinal est bleu, teinté çà et là de bandes roses qui se reflètent dans l'eau du port. La météo annonce de la pluie, mais nous ne voyons pas de nuages menaçants. Tout est calme et tranquille. 2 cygnes avancent doucement, impériaux, comme de petits dracars blancs sur une eau totalement plate. Nous nous mettons en route. La campagne est verte et paisible. Au détour d'un virage surgit un Nichols blanc et vert dont les occupants semblent aussi heureux que nous. Derrière eux, l'eau ondule quelques secondes, déformant légèrement les reflets des arbres, puis tout s'apaise et le canal revient à son miroir. C'est magnifique. Il faut avouer que les feuilles s'en donnent à cœur joie. Du rouge-orange au vert tendre, c'est un festival. Nous arrivons à la Garde, où se trouve Navic France, un peu avant midi, dans un port au repos où le soleil fait luire les coques blanches des bateaux. Trop tard pour rejoindre un ville-au-Jard le soir, mais Patriciax, qui co-dirige Navic France, nous recommande fort justement de faire halte à Parois, au point kilométrique 200. Après une nuit calme et reposante, mais froide, nous filons en direction d'un ville-au-Jard. Notre chauffage est décidément très faiblard, pour ne pas dire absent. Pas de problème dans la journée, mais la nuit, cela devient critique. En fin de matinée, nous arrivons à un ville-au-Jard, en Meurthe-et-Moselle, dont le nom énigmatique évoque les somptueux et immenses jardins d'un château construit ici au début du XVIIIe siècle pour le duc Léopold Ier de Lorraine, déjà propriétaire du château de Lunéville. Démoli après la mort du duc de Lorraine et ancien roi de Pologne Stanislas, ces matériaux dispersés, il n'en reste rien, excepté le nom. Un peu plus bas, dans Grande Rue, qui passe devant la halte, on trouve une petite bâtisse en briques rouges sur une petite place. C'était la gare, où s'arrêtait dès 1902 un train qui venait de Lunéville à 7 km, le TACO, comme on le nommait. La fin de la ligne pivotait sur une plaque ronde pour retourner la locomotive et le train repartait dans l'autre sens, avec ses dames en jolies robes et leurs chapeaux magnifiques. La plaque tournante est maintenant à côté de l'ancienne gare. Sur ce qui était la porte, une fresque représente un passager en manteau noir qui parle à la chef de gare, Odile Imbert, un peu renfrogné. Son mari, René, conduisait le train pendant la semaine et faisait office de contrôleur les jours fériés. Le wagonnet, placé sur des rails plus étroits, sur la plaque tournante, provient de la mine de sel d'Inville, afin que chacun se souvienne que nous sommes ici dans le pays du sel, le sel de la terre. Comme pour illustrer ces mots, sur la droite du canal, à la sortie du village,
un chevalement de puits de sondage, reconstruit à l'identique, s'élance vers le ciel. Nous déjeunons rapidement à Krivik, où quelques bollards nous accueillent après le pont, puis l'orage éclate. Sous la pluie, nous dépassons les passerelles de fer de l'usine Solvay à Dombasle-sur-Meurthe, puis nous arrivons en vue de la grande et belle église Saint-Gorgon de Varangéville, bâtie au XVe et XVIe siècle. Elle n'a pas la magnificence de sa voisine, la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, mais elle donne cependant envie d'aller voir de plus près. Le temps très fortement humide gomme cependant tout désir de s'arrêter, alors nous nous contentons de regarder ces deux admirables édifices de loin, par-dessus les fils électriques de la ligne de chemin de fer, en nous disant que nous leur rendrons visite au retour. Nous arrivons finalement à Nancy sous la pluie et allons nous placer au ponton d'accueil du port Saint-Georges, car la capitainerie est fermée à cette heure-ci. Curieusement, lorsqu'on revient dans des lieux où l'on a vécu, que recherche-t-on? Un plein sac de Madeleine de Proust pour voyager dans le passé. Nous décidons alors en commun d'une visite de Nancy 1900, demain. Pour ce soir, dîner chez les frères Marchand en vieille ville. Nous rentrons à pied au bateau, par les ruelles de la vieille ville, la place de la Carrière, où se déroulaient il y a longtemps les tournois nancéens. Jardin éphémère oblige, des dizaines de plantes colorées entourent la statue de Stanislas, allant jusqu'à envahir son socle. La grande perspective est brisée, mais des plantes dans la ville, ça n'est pas désagréable. La place Stanislas brille de mille feux. Demain, grand tour de ville et visite de la villa Majorelle, récemment rénovée. Et également, rendez-vous avec un technicien de boat qui doit s'occuper de ce satané chauffage qui ne chauffe pas.